Bonjour, alors deux applications dans le cadre de l'épisode 3 du cours sur la géométrie avec les nombres complexes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité de terminale. L'application 6, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct au vecteur U, vecteur V. Grand U est l'ensemble des complexes de module 1. Phi est la fonction de C vers C qui a tout complexe Z différent de 6. Associe le complexe phi de Z égale Z-4i divisé par Z-6. M est le point d'affixe Z différent de 6. M' est le point d'affixe Z' égale phi de Z. A est le point d'affixe 6. B est le point d'affixe 4i. Première question, calculer phi de 5 plus 5i. Deuxième question, résoudre dans grand C l'équation phi de Z égale moins 1. Petit b, résoudre dans grand C l'équation phi de Z égale i. Et troisièmement, E est l'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z' appartient à grand U. Déterminer l'ensemble E, représenter l'ensemble E. On dit que E est un lieu géométrique. Un ensemble de points du plan est un lieu géométrique. Première question, calculer phi de 5 plus 5i. Donc, on va remplacer dans l'expression de phi de Z, Z par 5 plus 5i. Ce qui va nous donner pour phi de 5 plus 5i. Alors, au numérateur, on va obtenir 5 moins i, plus i plutôt, et au dénominateur, moins 1 plus 5i. Bon, on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué. Comme j'ai peur de ne pas avoir beaucoup de place, je vais le faire directement ici. Donc, on multiplie par moins 1, moins 5i au numérateur et au dénominateur. On ne change pas la fraction. Évidemment, on va calculer. Alors, on obtient au dénominateur moins 1 au carré plus 5 au carré. Le produit d'un complexe par son conjugué, c'est le module du complexe au carré. Et au numérateur, on va développer 5 fois moins 1, moins 5, 5 fois moins 5i, moins 25i. I multiplié par moins 1, moins i. Et puis, il va nous rester i multiplié par moins 5i au carré plus 5. On voit qu'au numérateur, il y a une simplification, il va rester moins 26i. Et au dénominateur, 26. Ce qui fait que l'image de 5 plus 5i par phi, c'est tout simplement le complexe moins i. Question 2a, résoudre dans C l'équation phi de Z égale moins 1. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a toujours une contrainte qui est Z différent de 6. Bon, comme j'avais déjà fait la vidéo et que je fais une petite bêtise, j'ai laissé ce que j'avais écrit tout à l'heure. Phi de Z égale moins 1. Ça veut dire que Z-4i sur Z-6 égale moins 1. En multipliant par Z-6, on va obtenir Z-4i égale moins 1 fois Z-6, c'est l'opposé de Z-6, c'est-à-dire moins Z plus 6. On transpose, on s'arrange pour qu'on fasse apparaître l'inconnu Z dans le premier membre et puis les constantes dans le deuxième. Donc on obtient 2Z égale 6 plus 4i et donc Z égale 3 plus 2i. Alors on doit vérifier quand même que le nombre 3 plus 2i, ça n'est pas 6 parce que 6 ne peut pas être solution, ce qui est le cas. Et donc on trouve une seule solution, 3 plus 2i. On peut dire que 3 plus 2i est le seul antécédent de moins 1 par phi. Petit b, résoudre dans C l'équation phi de Z égale i. Alors on a toujours cette fameuse contrainte Z différent de 6. Alors phi de Z égale i, ça veut dire que Z moins 4i sur Z moins 6 égale i.
On multiplie par z moins 6, on obtient z moins 4i égale, i facteur de z moins 6, j'ai tout de suite développé iz moins 6i. On regroupe les z dans le premier membre, z moins iz, les constantes dans le deuxième égale 4i moins 6i, et donc on a 1 moins iz égale moins 2i. Alors ici, j'ai utilisé une petite astuce en haut à droite, là, c'est de multiplier par le conjugué de 1 moins i. J'ai pas envie de faire apparaître de dénominateur, qui est 1 plus i. Et donc on trouve que 1 plus i facteur d'1 moins i, c'est égal à 2. Z égale moins 2i plus 2, là j'ai développé. Donc 2z, c'est 2 moins 2i. J'ai rangé avec partie réelle d'abord, plus partie imaginaire fois i. Et donc, en simplifiant, on trouve z égale 1 moins i qui n'est pas égal à 6. Donc, l'ensemble des solutions, c'est le singleton 1 moins i. Donc, 1 moins i est le seul antécédent du nombre i par phi. Autrement dit, phi de 1 moins i égale i. Question 3. E est l'ensemble des points m d'affixe z tels que z' appartient à u. Déterminer l'ensemble E et le représenter. Bon, toujours la contrainte z différente de 6 qui ici se traduit aussi en termes de points par le point M doit être différent du point A. Donc le point A ne peut pas être solution géométrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire que z' appartient à U? Ça veut dire que module de z' égale 1. Autrement dit, module de z moins 4i divisé par z moins 6 égale 1. Et nous, on sait que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Et donc, on obtient module de z moins 4i sur module de z moins 6 égale 1. Ça veut dire que le numérateur et le dénominateur sont égaux, puisqu'on obtient 1. Et donc, on peut écrire que module de z moins 4i égale module de z moins 6. Alors ici, on fait apparaître les points. Alors, 4i, c'est l'affixe du point B, donc c'est zb. 6, c'est l'affixe du point A. Et puis petit z, j'ai dit que c'était l'affixe du point M. Comme ça, on peut faire apparaître zm moins zb, qui est l'affixe du vecteur bm, mais le module, c'est la longueur bm, qui doit être égale à la longueur am. Et donc, grand E, c'est l'ensemble des points équidistants de A et de B. Mais attention, M ne peut pas être égal à A. Alors, on a de la chance ici, parce que du coup, c'est la médiatrice du segment AB, qui ne contient pas le point A. Donc, grand E, c'est la médiatrice du segment AB. Alors, pour représenter l'ensemble E, j'ai pas fait que de représenter l'ensemble E. J'ai aussi essayé d'utiliser les questions précédentes où on avait phi de 5 plus 5i égale moins i. Donc, j'ai fait apparaître le point C ici, qui a pour affixe 5 plus 5i. Et son image C', pour affixe moins i. Donc voilà C', C' a pour affixe moins i. Bon, le point C est sur la médiatrice du segment AB, et donc son image est sur le cercle gamma de centre de rayon 1, qui représente géométriquement l'ensemble U des nombres complexes de module 1. Bon, le point I, lui, alors le point I, il a pour affixe 3 plus 2i, et on avait vu que l'image, le point I, c'est le milieu du segment AB, pardon. Et on avait vu que l'image de 3 plus 2i par phi, c'était moins 1, donc I' doit avoir pour affixe moins 1. Donc voilà I', qui est bien situé sur le cercle gamma. Le point D, le point D, lui, son affixe au point D, c'est 1 moins i. Et on avait vu que l'image de 1 moins i, c'était petit i, donc D' a pour affixe petit i. Petite cerise sur le gâteau, en fait, j'ai repris la figure que nous avions avec un point M qui va être mobile sur l'ensemble E. Point M va décrire l'ensemble E. Et donc, ce point M, quand il a pour affixe 1 moins i, M' a pour affixe i.
Alors, je vais essayer de placer le point M au point I pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc, le point M, quand il est en I, alors ça veut dire que I il a pour affixe 3 plus 2I, bah, M', il a pour affixe moins 1 plus 2I, c'est-à-dire moins 1. Déplacer un peu, qu'on voit un peu mieux. Voilà. Alors, on avait parlé aussi du point 5 plus 5i, alors il se trouve ici, voilà. Donc M' a pour affixe moins I. Bon, j'explique pas trop comment j'ai réalisé la figure, je l'avais fait dans la vidéo précédente, mais bon. Allez, on va animer le point M. Donc il va se déplacer sur l'ensemble E et on peut constater qu'effectivement le point M' décrit apparemment le cercle centraux et de rayon 1. Bon, on voit plus le point M, hein, il est parti. On ne sait pas trop où il revient et puis voilà. Deuxième application du jour, application 7, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct, O vecteur U vecteur V, U est le point d'affixe 1 et V le point d'affixe I. Gamma est le cercle de centre O et de rayon 1. Et à tout point M d'affixe Z du cercle gamma, on associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' égale Z plus 1. Question A. Montrer que pour tout point M du cercle gamma, vecteur M' égale vecteur U. Petit b, en déduire l'ensemble gamma' des points M'. Montrer que pour tout point M du cercle gamma, M, O, U, M' est un losange. C'est la question 2. Question 3. On pose Z égale cosinus t plus sinus t où t est un réel de moins pi plus pi. Alors on peut le faire puisque le point M d'affixe Z appartient au cercle gamma, et gamma est le cercle de centre de rayon 1, et on a vu qu'on pouvait écrire Z ainsi. Z appartient à grand U, l'ensemble des complexes de module 1. Petit a, justifie que pour tout alité de moins pi plus pi, fermé en moins pi, fermé en pi, la distance M' égale racine carrée de 2 plus cos t. Petit b, la fonction f est définie sur l'intervalle moins pi plus pi par f de t égale 2 plus 2 cos t. Étudier les variations de la fonction f sur moins pi plus pi. Déterminer un encadrement de M', meilleur possible. Et puis petit d, pour quelle valeur du réalité de moins pi plus pi la distance M' est-elle maximale? Question A, montrer que pour tout point M du cercle gamma, vecteur M' égale vecteur U. Alors on sait que M a pour affixe Z et M' a pour affixe Z' égale Z plus 1. Donc le vecteur M', lui, qui a pour affixe Z' moins Z, bah, d'après Z' égale Z plus 1, ça nous donne Z' moins Z égale 1. Et 1, c'est l'affixe du vecteur U. Donc les vecteurs M' et OU ont la même affixe, donc M' égale OU en vecteur. Alors ici, le résultat est indépendant, en fait, du fait que le point M soit sur le cercle gamma. Ce serait vrai pour tout point M du plan, mais bon. Et donc en particulier pour tout point M du cercle gamma. Question B, en déduire l'ensemble gamma' des points M'. Alors nous, on sait que pour tout point M appartenant à gamma, vecteur M' égale vecteur U. Vecteur U, c'est un vecteur fixe. C'est le vecteur d'affixe 1. Vecteur fixe. Et donc, on peut dire que M' est l'image de M par la translation de vecteur U. Et l'image d'un cercle par une translation, c'est un cercle de même rayon. Donc gamma', c'est le cercle de centre. Alors j'ai appelé O' l'image du point O. En fait, une fonction qui sera associée à la fonction phi et de rayon 1. Bon, alors on sait que vecteur O' égale vecteur U. Et donc O', c'est tout simplement le point U. Et donc gamma', c'est le cercle de centre U et de rayon 1. Question 2, montrer que pour tout point M du cercle gamma, M, O, U, M' est un losange. Alors, j'ai fait quand même une représentation graphique en plaçant un point M sur le cercle gamma de centre de rayon 1, et puis j'ai construit le point M' tel que le vecteur M' égale vecteur U.
Bon, bah, comme vecteur mm' égale vecteur u, on en déduit que MOUM', c'est un parallélogramme. Mais nous, on veut que ce soit un losange. Bon. Alors, comme M appartient à gamma, on peut dire que la longueur OM, c'est 1. Mais on a eu aussi qui vaut 1. Et un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, c'est un losange, donc MOUM' est un losange. Alors, il peut être un carré, et dans certains cas, on aurait besoin de l'angle OUM de mesure pi sur 2 radians ou 90 degrés, donc quand M est en V, quand M est aussi positionné au symétrique de V par rapport à O, si on l'appelle V', bon, on pourrait aussi introduire un point U' qui est symétrique de U par rapport à O. Le point U' aurait pour affixe -1, le point V' pour affixe -I. Question 3, on pose Z égale cos t plus 6 sinus t, où t est un règle de moins pi plus pi. Alors je vais en parler un petit peu. Le nombre t ici sur la figure, j'ai pris l'angle entre les vecteurs U et OM. Et donc le point M a pour abscisse cosinus t, le point M a pour ordonnée sinus t, c'est coordonnées cosinus t sinus t, donc le point M a pour affixe Z égale cos t plus 6 sinus t. Bon, justifie que pour toute réalité de moins pi plus pi ou M' égale racine carrée de 2 plus 2 cos t. Bon, là j'avais rappelé que t c'était l'angle entre les vecteurs U et OM. Alors OM' au carré, c'est module de Z' au carré. Donc OM' au carré, c'est module de Z plus 1 au carré. J'ai tout mis au carré parce que c'est plus facile pour calculer un module. Alors Z, comme c'est cos t plus I sinus t, bon, le plus 1, je vais les regrouper avec cos t pour avoir la partie réelle du complexe Z plus 1, plus I fois sa partie imaginaire. Ce qui permet de calculer le module de ce complexe au carré, c'est la partie réelle, cos t plus 1 au carré, plus la partie imaginaire sinus t au carré. On développe l'identité remarquable, cos t plus 1 au carré, ça nous donne cos carré t plus 2 cos t plus 1. Et puis l'autre nous donne sinus carré t. Je rappelle que sinus t, le tout au carré, est noté sinus carré t, cosinus t, le tout au carré, est noté cos carré t. Alors vous voyez, deux nombres soulignés en bleu, parce que cos carré t plus sinus carré t, on sait que ça fait 1. Plus 1, ça donne 2, et il nous reste plus 2 cos t. Et donc, quand on passe à la racine carrée, OM' est bien égal au résultat attendu. Égale racine de 2 plus 2 cos t. Petit b, la fonction f est définie sur intervalle moins pi plus pi par f de t égale 2 plus 2 cos t. C'est l'expression qu'il y avait sous la racine carrée dans la question précédente. Étudier variation de la fonction f sur moins pi plus pi. Bon, j'ai commencé par utiliser un grapheur du logiciel que j'utilise en tapant f de x égale 2 plus 2 cos x, parce que ici la variable c'est x, mais peu importe. Sur l'intervalle, normalement j'aurais dû faire moins pi plus pi, là il y a un souci. Et donc là j'ai travaillé entre moins pi et plus pi, hein, des choses qu'on peut faire. Bon. Alors, on peut conjecturer que, évidemment, la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins pi 0, et puis qu'elle est strictement décroissante sur 0 pi. Bon, on va le justifier après. Ça, c'est pour ceux qui connaissent pas très bien les fonctions trigo. Alors, on va utiliser deux méthodes. Une qui n'utilise pas la dérivée, au cas où vous n'auriez pas vu la dérivée, si vous êtes élève de terminale, de cosinus ou de sinus. Bon, ici, c'est cosinus qui va nous intéresser, mais bon. Alors, pour toute réalité appartenant à l'intervalle moins pi plus pi, bah, f de t, on sait que c'est 2 plus 2 cos t. Alors, la variable t apparaît qu'une seule fois. Alors, en général, quand elle apparaît qu'une seule fois, on peut se débrouiller pour étudier les variations sans trop de soucis. Alors, au nombre t, bah déjà, pour commencer, on lui associe son cosinus, donc voilà,
Ce que j'ai fait pour l'étape numéro 1, à t j'associe cos t, ensuite on multiplie par 2 cos t, puis ensuite on ajoute 2. Bon, donc j'ai créé un petit tableau de variations où on va placer d'abord les variations de cos t, c'est connu, hein, sur moins pi plus pi, on peut utiliser un cercle trigonométrique, une courbe représentative. Bon, donc la fonction cosinus est strictement croissante sur moins pi 0, strictement décroissante sur 0 pi. Ensuite, 2 cos t, elle est strictement croissante sur moins pi 0 et strictement décroissante sur 0 pi. On multiplie par 2 qui est un nombre positif, on ne change pas le sens. Si on avait multiplié par un nombre négatif, on aurait changé le sens. Et puis on ajoute 2, on ne change pas le sens d'une fonction quand on ajoute une constante, quelle que soit d'ailleurs la constante réelle. Donc ici, j'ai fait apparaître les valeurs comme en moins pi. Donc on obtient 0, en 0 on obtient 4, en pi on obtient 0, et évidemment les variations n'ont pas changé. Donc voilà, on a les variations de la fonction f par ce procédé. Alors méthode 2, c'est pour ceux qui connaissent en fait la dérivée de cosinus, hein, cosinus prime t, c'est moins sinus t. Et puis la dérivée de sinus, c'est cosinus t. Alors, si vous ne savez pas ça, de toute façon, vous pouvez l'admettre pour l'instant. Et puis, j'essaierai peut-être de vous faire voir en fin de vidéo comment on peut retrouver ces deux formules avec la méthode du physicien. Bon, passons à la rédaction. F de t, c'est 2 plus 2 cos t. Donc, f' de t, c'est la dérivée de 2, c'est 0, et la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est la constante multipliée par la dérivée de la fonction. Cosinus t a pour dérivée moins sinus t. Donc, on obtient finalement moins 2 sinus t. Donc, f' de t a le même signe que moins sinus t. Le 2 n'a pas vraiment d'importance ici, puisqu'il est strictement positif. Alors, pour avoir le signe de moins sinus t, normalement, on doit pouvoir connaître le signe de sinus t, soit à l'aide d'un cercle trigonométrique, soit à l'aide de la représentation graphique de la fonction sinus, puis ensuite, on a le signe de l'opposé. Bon, j'ai préféré vous donner une représentation graphique de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi plus pi. Alors, attention quand même, la fonction sinus s'annule en moins pi. Voilà ce que je viens de faire. Elle s'annule aussi en 0. Et puis, elle s'annule aussi en pi. Important de connaître les valeurs qui annulent une éventuelle dérivée, puisque en ces points, il y a une tangente horizontale. Bon, ensuite, on a le signe. Sur l'intervalle moins pi 0 vers moins pi ou vers en 0, la fonction sinus est strictement négative. Et sur l'intervalle 0 pi ouvert en 0 ouvert en pi, la fonction sinus est strictement positive. On peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction f avec le signe de la dérivée, pour oublier les valeurs qui annulent, f' de t. Et puis on retrouve évidemment le même résultat. Alors tout à l'heure on avait calculé les images de 0 de pi, f de t 2 plus 2 cos t, f de 0, 2 plus 2 fois cos 0. Alors cos 0 vaut 1. Il faut bien connaître ces valeurs remarquables du cosinus et sinus. Et puis cos pi, on aura besoin après, c'est moins 1. Donc on trouve que f de 0 égale 4, f de pi égale 0. Et f de moins pi, c'est 0 aussi, parce qu'on aurait pu démontrer que la fonction f est paire, puisque la fonction cosinus est paire. En toute réalité, de moins pi plus pi, moins t appartient à moins pi plus pi, et f de moins t égale f de t. Question C déterminant qui demande de M', j'aurais dû préciser le meilleur possible. Et donc, M', c'est racine carrée de 2 plus 2 cos t, donc on peut dire que c'est la racine carrée de f de t. On vient d'étudier les variations de f, donc ça va nous aider.
Donc pour tout t appartenant à moins pi plus pi, bah, on a vu que f de t était compris entre 0 et 4. Donc en passant à la racine carrée, qui ne change pas le sens des inégalités, on obtient 0 inférieur égal à n', inférieur égal à 2. Alors, certains pourraient me dire, bah oui, mais au n', on sait que c'est positif, oui, c'est vrai. Mais sauf que la valeur 0, elle va être atteinte pour n', et la valeur 2 aussi va être atteinte. Donc c'est le meilleur encadrement possible, en fait. Alors, quand est-ce que la valeur 2, par exemple, va être atteinte? On l'a vu quasiment, c'est quand t vaut 0. Parce que racine carrée de 4, ça vaut 2. Et puis, la valeur 0 est atteinte, notamment, là on peut le vérifier, notamment en moins pi en pi. Alors, petit d, pour quelle valeur du réalité de moins pi plus pi la distance au n' est-elle maximale? Bon, je rappelle que n' c'est la racine carrée de f de t, on a vu que f de t est maximale, c'est selon si t égale 0, donc c'est le cas aussi pour sa racine carrée, et donc n' est maximale, c'est selon si t égale 0. Petite cerise sur le gâteau quand même avec le logiciel GeoGebra. Dans la fenêtre graphique, on reconnaît la figure avec le losange MOU'. Alors j'ai quand même indiqué l'angle, 60 degrés ici, au n', c'est environ égal à 1,7321. En fait, ici on pourrait se poser la question si on peut démontrer qu'au n' vaut racine carrée de 3, ce qui est le cas. Bon, peut-être un exercice pour vous. Et puis dans le graphique 2, en fait, il y a le curseur t qui varie entre moins pi et plus pi. Ensuite, il y a un point P d'abscisse t, et son ordonnée, en fait, c'est... qu'est-ce que j'ai pris, d'ailleurs? Pour P. Voilà. Petit a. L'ordonnée de P, c'est petit a, et petit a, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le abs de m', en fait, c'est normalement le module d'un complexe. Bon, parce que en fait, j'ai un point m' qui est un nom complexe ici, point m aussi. Bon, j'ai pris ça. Bon. Alors, on voit la courbe décrite par le point P. En fait, c'est ici racine carrée de f de t. C'est o m', on l'a ordonné, en fait. Bon. Alors, quand t vaut moins pi, le point M, il est situé ici, en un certain point, bon, d'un fixe moins 1, et M', il est en haut. Ce qui fait que le losange est aplati. Et puis, la longueur au M', évidemment, elle vaut 0, puisque M' est en haut. Bon, quand t vaut 0 maintenant, que se passe-t-il? À nouveau, le point M, il est en U, et donc le point M', il a pour affixe 2, ce qui fait que la longueur O M' vaut 2, donc c'est la longueur la plus grande, elle est bien atteinte. Bon, et puis le losange est aussi aplati ici. Même chose en pi, le losange va être aplati, et pi ou moins pi, ça correspond à la même position du point M et du point M'. Bon, allez, petite animation pour voir l'évolution du losange et de la distance au M'. Alors on pourrait s'intéresser à l'aire du losange au MOU', et on pourrait démontrer que l'aire est la plus grande pour t égale moins pi sur 2 ou pi sur 2, enfin, peut-être un exercice pour vous. Faire un petit peu attention, il peut y avoir des valeurs absolues qui interviennent, puisqu'une aire est positive à l'aire d'un losange. Bon, essayons de voir comment le physicien retrouve les dérivées des fonctions cosinus et sinus. Alors à l'écran, vous voyez un point M situé sur le cercle trigonométrique
alors associé au réel petit t. Hein. Donc, le physicien, dans un mouvement circulaire uniforme, il va vous dire que il va y avoir un vecteur que j'ai appelé n ici. Ah, c'est pas le bon. Voilà, un vecteur n qui est en fait le vecteur vitesse du mouvement circulaire uniforme. Alors ce vecteur n, il est orthogonal au vecteur m. Hein. De toute façon, on sait très bien que la tangente en un point m du cercle, c'est la droite qui est perpendiculaire au rayon, et donc le vecteur n est orthogonal au vecteur m. Alors ce vecteur n, je vais plutôt le placer à partir du point O. Alors c'est là que vous avez vu tout à l'heure. Ce vecteur n avec, à l'extrémité, j'ai mis un point n. Et puis, on va quand même tracer, voilà, le vecteur w à partir du point n, c'est le vecteur nt. En fait, on a un très beau carré ici au mtn. Bon, et puis, il y a entre le vecteur m et le vecteur n un angle de pi sur 2 que je vais vous montrer. Voilà. Bon, il n'y a plus, entre guillemets, qu'à essayer d'établir cette formule pour cosinus et sinus. Bon, j'espère que vous allez admirer mon cercle de centraux et de rayon 1. Fait ce qu'on peut à la main. Alors, la configuration, donc on va chercher les coordonnées vecteur n. Alors, comme on a ajouté pi sur 2, le vecteur n, ses coordonnées, c'est cos t plus pi sur 2, sinus t plus pi sur 2. Mais on a des formules pour connaître les coordonnées vecteur n. Alors, cosinus t plus pi sur 2, alors sur la figure, ça va peut-être pas être très évident, mais c'est moins sinus t. Et puis sinus t plus pi sur 2, c'est cosinus t. Et donc, pour passer du vecteur OM au vecteur ON, ici, voilà, on a cos t qui a pour dérivée moins sinus t, et puis sinus t a pour dérivée cosinus t. Bon, le mieux, c'est de les connaître par cœur, évidemment. Et en fait, c'est pour tourelle t. Hein. Pour tourelle t, donc cosinus, sa dérivée, c'est sinus moins sinus t. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus t. Bon. Alors j'ai dit établir la formule selon le physicien. En fait, c'est pas une preuve mathématique, quoique c'est pas très loin. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.